DW, l'arbre à palabres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Sous l'arbre à palabres, le magazine débat de la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle. Les Tchadiens ont rendu un dernier hommage à leur président Idriss Déby Itno, décédé officiellement mardi dernier des suites de ses blessures. Plusieurs dirigeants étrangers ont pris part ce vendredi à N'Djamena à ses obsèques, dont le président français Emmanuel Macron. Et juste après l'annonce de son décès en début de semaine, c'est son fils, le fils du président tchadien Mahamat Idriss Déby, général de corps d'armée, âgé de 37 ans, qui a été désigné pour diriger le conseil militaire de transition avec d'importants pouvoirs. Juste après l'annonce de son décès, c'est son fils Mahamat Idriss Déby, un général de corps d'armée, âgé de 37 ans, qui a été désigné pour diriger le conseil militaire de transition avec d'importants pouvoirs. L'opposition et la société civile estiment que cette prise de pouvoir n'est rien d'autre qu'un coup d'État institutionnel, ce qui rappelle d'autres modes d'accession au pouvoir dans certains pays africains, même si les contextes n'étaient pas ou ne sont pas les mêmes. On peut penser notamment au Togo, au Gabon, entre autres. Le dernier exemple au Tchad ne va-t-il pas faire jurisprudence? L'Afrique noire francophone devrait-elle s'habituer désormais à cette sorte de dévolution familiale du pouvoir en Afrique? Nous allons en parler avec nos invités. Baïdessou Sokolgue, directeur pays de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique du Sud, EISA. Il est en ligne de Bujumbura au Burundi. Bonjour Baïdessou Sokolgue. Bonjour Eric, bonjour aux autres intervenants. Nous sommes également avec Marc Ona Essangui, coordonnateur de Tournons la page au Gabon. Bonjour Marc Ona Essangui. Bonjour Eric, je suis le président de Tournons la page internationale maintenant. Ah, désolé donc de n'avoir pas précisé cette nouvelle fonction. Fabi Kouassi, journaliste togolaise, est en ligne de Lomé. Bonjour Fabi. Bonjour à tous. Et enfin, en ligne de Bamako, maître Mamadou Smaïla Konaté, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Mali. Bonjour maître Konaté. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Éric Topona à la modération de ce débat. Merci de votre fidélité à nos programmes. DW, l'Afrique au cœur de l'Europe. Alors, première question, Baïdessou Sokolgue, qu'est-ce que vous inspire cette situation, ce qui se passe au Tchad avec un conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby? Je ne sais pas s'il faut exprimer une surprise ou un dégoût de ce qui se passe actuellement au Tchad, mais en réalité, c'est une situation à laquelle on devrait s'attendre. Tout convergeait vers une telle succession, d'autant plus que les pouvoirs essentiellement consacré entre les mains du président depuis les deux dernières révisions constitutionnelles, avec autour de lui un appareil sécuritaire composé essentiellement des membres de sa famille, de son clan, et donc tout portait à croire que nous nous retrouverions dans la même situation que ce que nous avons vécu au Togo, vous l'avez bien rappelé, mais aussi au Gabon d'une certaine manière. Mais le cas du Tchad est tout de même flagrant, c'est quand même plus flagrant. Au Togo, il y a eu des aménagements qui ont permis par la suite au fils de reprendre le pouvoir. On va en reparler tout à l'heure. Oui, en réalité, les cas sont similaires à bien des égards. Ce qui s'est passé à N'Djamena, c'est que on saura peut-être la vérité dans les jours à venir. C'était assez monté, assez ficelé, parce que cela me surprendrait que quelques jours ou quelques heures après l'annonce de la mort du président, on ait déjà sous la main un conseil militaire de transition, on ait déjà sous la main une charte de transition. Ce sont des choses qui, en réalité, indiquent que tout était ficelé, tout était préparé d'une certaine manière, parce qu'on a voulu donner à cette succession cet aspect juridique avec la nouvelle charte de transition. Ok. Alors, maître Smaïla Konaté, vous avez suivi l'actualité du week-end dernier avec l'assaut des rebelles, mais est-ce que le décès ou l'annonce du décès de la mort du président Idriss Déby Itno n'est pas venu un peu trop vite? Pour qui croit en Dieu, trop vite ou pas assez, son sort était celui-ci.
Il avait été dit un jour que il serait mort sans doute dans ces conditions-là, mais comme nous tous, nous sommes des mortels et que nous ne sommes pas capables d'être enseignés par les leçons de la vie, bien évidemment, on prend tous les risques. Le Tchad est un pays qui est troublé aujourd'hui, en totale crise aujourd'hui politique, en totale crise sécuritaire, et dans un contexte mondial dont le processus politique est rendu difficile. Bien évidemment, par notre ignorance du droit et de la loi, par notre incroyance aux institutions de la République, nous arrivons toujours à avoir une conception très patrimoniale de l'État, alors même que nous sommes dans des républiques, nous organisons parfaitement, dans le cadre de testaments, comme c'est le cas du Tchad, un système de dévolution du pouvoir via le sang, et le sang doublement, le sang par la violence et le sang par la filiation. Et dans les deux cas de figure, ce qui est lamentable aujourd'hui, c'est que nous avons des patries dites de démocratie, et nous avons des institutions démocratiques qui viennent aujourd'hui accompagner ce processus en mettant en avant l'aspect sécuritaire, comme si l'aspect sécuritaire pouvait se détacher du droit et du respect de la loi. Ok. Fabi Kouassi, on sait qu'au Togo également, vous avez vécu un peu cette façon de prendre le pouvoir. Vu du Togo, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement au Tchad? Pour nous, c'est une répite malheureuse de la jurisprudence que le Togo a su créer depuis au moins 1960. Vous savez que c'est le pays qui a inauguré aussi le premier coup d'État militaire en tuant froidement un président en exercice. Et c'est aussi le tout premier pays qui a décrété cette succession dynastique ou monarchique à la tête de nos États. Et beaucoup ont laissé faire, notamment les puissances internationales. Et nous autres, nous sommes quand même hébétés que les gens puissent crier aujourd'hui par rapport au Tchad, parce que pour ce qui concerne M. Gnassingbé, qui a remplacé également son père, ça s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Pour le Tchad, ça a pris encore, on peut dire, quelques heures. Mais pour M. Faure Gnassingbé, en 5-10 minutes, il s'est retrouvé de son statut de député, président de l'Assemblée nationale, puis catapulté président de la République, avec au moins 500 morts. Donc voilà, je pense que cette façon que nous avons en Afrique de vivre en marge des tests et des lois, et aujourd'hui, on veut nous dire tout simplement que pour être président de la République, il suffit d'être fils d'eux. Aussi longtemps que les gens seront fils d'eux, même dans le berceau, ils seront prédestinés à remplacer papa au trône, avoir une formation approximative, une éducation totalement zéro. L'essentiel, c'est de porter un patronyme pour pouvoir accéder au trône. Et je pense que ce n'est pas cette image-là que nous voulons léguer à l'Afrique de demain. Si on ne se prend pas au sérieux, si on ne se respecte pas, si on ne respecte pas les lois que nous-mêmes on s'est données, il n'est pas normal que d'autres puissances ou d'autres peuples puissent nous rendre l'appareil en termes de respect. C'est tout simplement triste pour le Tchad, parce que je pense que la constitution du Tchad a dit noir sur blanc que c'est le président de l'Assemblée qui doit succéder en matière de vacances du pouvoir. Je ne vois pas pourquoi on prend prétexte aujourd'hui des raisons sécuritaires. Mais selon nos informations, Fabi Kouassi, selon nos informations, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, aurait refusé d'assurer l'intérim du président de fin. Tout ça, c'est de la comédie. C'est comme ici, le président de l'Assemblée nationale, dans le temps, a été bloqué au Bénin. On a fermé sciemment les frontières pour l'empêcher de revenir au pays. Je ne serais pas étonné qu'on ait fait pression sur ce monsieur ou tout simplement, il a ravelé sa personnalité, un certain nombre de principes et de valeurs pour pondre ce discours-là qu'il ne peut pas assumer. Même s'il ne peut pas assumer, ce n'est pas en tout cas, ça ne revient pas à M. Mahamat Déby de remplacer tout dru comme ça, le président Déby. À croire qu'il n'y a pas d'autres Tchadiens plus intelligents que les Déby dans le pays. C'est dommage pour ce pays, c'est dommage pour l'Afrique. Ok. Alors Marc, Ona et Sangui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est également dommage vu de Libreville? Je crois que c'est le contraire qui m'aurait surpris venant d'un pays piloté à distance par la France. Par contre, ce que je dénonce, c'est un peu cette diplomatie nauséabonde de la France, parce que cette même France qui, à chaque fois que les Ukrainiens, les Biélorusses se mettent debout, et même les Hongkongais pour manifester
et réclamer le respect des institutions, c'est cette France qui prend son bâton de pèlerin pour solliciter les collègues afin que ces collègues européens puissent se mettre du côté du peuple et que l'ordre constitutionnel soit respecté. Et que c'est cette même France, quand il s'agit de l'Afrique, qui adoube des dictateurs, qui adoube des putschistes. Et c'est cette diplomatie nauséabonde qui fait que je n'arrive pas à comprendre. Et qu'est-ce que la France dira demain au cas où une telle situation se reproduirait dans un autre pays qu'un pays africain? Moi, j'ai envie de parler d'une diplomatie raciste. Parce que quand il s'agit, il y a des cas qu'on a cités dans cette émission, des cas tellement flagrants de violation de la Constitution, de violation des droits de l'homme passés à massacre. Et je me rappelle, avant les élections présidentielles, la mère d'un opposant a été tuée. Oui, Yaya Dino, qui était candidat exactement, à l'époque. Par la garde présidentielle, pilotée par le fils de Déby. Oui, piloté par ce même Mahamat Idriss Déby, l'actuel président du CMT. Exactement. Et le justificatif que la France a pu trouver, c'est pour dire, voilà, il était convoqué au tribunal, il n'a pas pu venir. Et on peut justifier l'assassinat des personnes tout simplement parce que tel n'a pas été... Et moi, je dis, il va falloir très sincèrement que les Africains nous-mêmes, nous prenons nos responsabilités. Voilà, je vais vous redonner la parole. Baïdossou Soukolgué, parlant de responsabilité, cela fait déjà quelques jours que le président tchadien n'est plus de ce monde, quelques jours aussi que les militaires tiennent les rênes du pays, mais on a comme l'impression que les Tchadiens sont timorés, ils vivent cette situation la mort dans l'âme. Ce n'est pas tant qu'ils sont timorés en réalité. Il faudra tenir compte aussi du fait que la population était abasourdie de l'annonce de l'assassinat du président de la République. Le gars semblait tellement puissant que personne ne s'attendait à ce qu'il tombe dans les conditions dans lesquelles il est tombé. Et après, nous sommes dans une période de deuil où je reste convaincu qu'après la cérémonie d'aujourd'hui, certainement des voix vont commencer à se lever même au sein du clan pour demander des comptes, pour demander que les conditions dans lesquelles le président a été assassiné soient clarifiées. En ce qui concerne la population, oui, il y a déjà eu des voix qui se sont élevées. L'opposition et la société civile se sont clairement exprimées en faveur d'une transition civile. Nous avons l'Église catholique qui, hier, est sortie de son silence pour exiger des uns et des autres la conformité à la loi. Mais entre-temps, cette opposition, elle est rendue pratiquement inaudible sur le plan national. Et elle n'a plus de relais au plan international. Depuis quelques jours, nous voyons le service après-vente effectué par M. Le Drian. On se demande bien s'il est ministre français de l'étranger ou plutôt un ambassadeur plénipotentiaire du régime tchadien, qui est en N'Djamena, qui organise des rencontres avec les acteurs politiques pour faire adouber le nouveau président. Nous avons Macron qui se déplace pour les obsèques. J'aurais pu me taire si c'était simplement pour rendre hommage à cet homme qui les a aidés dans la bande sahélienne, etc. Mais en réalité, et nous l'avons vu hier, c'est pour mieux conforter le fils dans ce pouvoir. Mais lorsque vous avez une opposition rendue inaudible, vous avez la communauté internationale qui est mobilisée pour pouvoir soutenir le régime. Il se dit déjà que les chefs d'État qui sont actuellement en N'Djamena auraient convenu juste d'encadrer la transition tout en maintenant le fils et autour de lui ses généraux au pouvoir. Évidemment, dans un tel contexte, l'opposition ne peut rien. Donc tout est plié maintenant, c'est-à-dire que la communauté internationale soutient ce qui apparaît clairement comme un putsch, un coup d'État militaire au Tchad. C'est un putsch, ne tergiversons pas sur les mots, c'est un putsch. Le président ne peut pas être tué dans ces conditions-là sans qu'on nous annonce que sa garde prétorienne, qui est composée de ses fils et de ses parents, ne soit elle-même décimée. Et donc, aujourd'hui, on l'a vu dans les différents discours, l'aspect qui a primé, c'est la sécurité. Et c'est à croire que les Tchadiens seraient devenus juste des guerriers pour assurer la sécurité dans la bande sahélienne
tant pis pour le droit, tant pis pour la justice. Et que c'est uniquement les ethnos qui détiennent le monopole, hein, justement, de cette sécurité. Tout laisse à croire que c'est une alliance avec la famille. Et voilà, mais je reste convaincu que d'ici quelques jours, des voix discordantes vont apparaître au sein de la famille pour exiger que lumière soit faite sur cette situation. Et peut-être qu'on n'en a pas encore fini d'en parler. Ok. Alors, Maître Mamadou Smaïla Konaté, quasiment toute la communauté internationale, France, pays du G5 Sahel, Union africaine, le régime en place, le régime militaire est adoubé. Est-ce que une éventuelle révolte des Tchadiens ne sera pas peine perdue dans ce contexte, dans ces conditions? Il ne faut pas désespérer du peuple et on ne sait jamais quelles peuvent être les réactions d'un peuple meurtri et d'un peuple ignoré et d'un peuple bafouillé. Quand je vois aujourd'hui ces chefs d'État qui sont réunis à la tête, le chef d'État de l'État français, venir aujourd'hui en lieu et place du peuple du Tchad, commémorer la mémoire de celui qui a disparu, qui est mort aujourd'hui, mais en même temps décider du sort de ce peuple. En disant la constitution qui existe n'en était pas une, et d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer la succession n'est pas à même de le faire parce que subitement il s'est découvert une maladie qui le mettait dans l'impossibilité d'assurer les charges de chef de l'État. Cette démarche est une forfaiture qui lui a été dictée dans un plan testamentaire. Quand vous prenez en compte aujourd'hui la période à laquelle la mort du président Déby a été officiellement déclarée, jusqu'à ce qu'on ait mis une organisation parfaite de manière à écarter la dévolution successorale d'une part, à mettre en place un collège militaire à la tête duquel, curieusement, le fils, parce qu'il s'appelle Déby, alors même qu'il n'est pas le général le plus gradé dans le grade le plus élevé. Et le pire, c'est qu'on parle de communauté internationale qui hier n'a pas arrêté de dégainer sur le Mali, et c'était normal parce qu'il y avait eu un processus de prise de pouvoir par la violence, n'a pas arrêté de dégainer sur le Burkina Faso dans les mêmes conditions. Que va dire cette communauté internationale si la junte militaire qui a pris le pouvoir à Bamako décide de prendre en otage le processus électoral, décide de se présenter à l'élection en violation des engagements qui ont été pris? Ce n'est pas cette communauté internationale qui peut rappeler le droit. Disons-nous les choses franchement. La limite du droit, ce n'est pas l'Élysée. La limite du droit, ce n'est pas le palais des Nations Unies. Le droit est un phénomène auquel nous souscrivons pour y avoir pris des engagements, et le droit doit s'appliquer indistinctement dans toutes les situations. Et je termine pour dire, les jeunes générations africaines doivent être dans un état de déception tel qu'aujourd'hui, le président Macron, les chefs d'État d'Afrique, que ce soit du G5, de l'Union africaine en général, et le secrétaire général des Nations Unies ne représentent absolument rien à leurs yeux de gamins. Ok. Alors Fabi Kouassi, vous avez suivi un peu l'engagement très ferme de la France à entériner, à faire adouber le fils Déby. C'est à se demander si nous ne sommes pas peut-être répartis dans les années 60 où la France avait les pieds et les mains liés au fonctionnement des États africains. En tout cas, depuis l'avènement de Macron au pouvoir, on semble voir tous les prédécesseurs de Macron en une seule entité. C'est-à-dire Macron, c'est à la fois de Gaulle jusqu'à en version pire, avec beaucoup d'inélégance. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas depuis 16 ans, nous le vivons en live pour ce qui concerne le Togo, c'est le cas que je maîtrise le mieux. Depuis 16 ans, la France a validé les tripatouillages de constitution et les braquages électoraux. C'est pas la première fois qu'on fait des misères à un challenger sérieux. Vous parliez de la maman de cet opposant qui a été assassiné, M. Faure-Gnassingbé, fait plus que ça. Aujourd'hui, avec sa garde prétorienne, et vous savez qu'il y a aujourd'hui des opposants qui sont en exil juste pour avoir la vie sauve, après l'avoir échappé belle. Et ça, c'est avec l'accord de la France. Avec la France, aujourd'hui, on peut assassiner froidement
les opposants qu'on estime qui ne sont pas dans la France-Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que la voix qui semble inaudible au niveau des peuples dénote du verrouillage même du système. Quand vous voyez la façon dont Idriss Déby a verrouillé son pays, on dirait une entreprise Déby et compagnie. Oui, une entreprise familiale. Jusqu'à la fin, c'est une entreprise totalement familiale, militarisée comme pas possible. À partir de ce moment-là, les populations sont tétanisées, les populations sont dans la peur de perdre la vie à chaque instant, où elles voudraient s'opposer à tout cet arsenal-là, sans oublier qu'il y a aussi une forte présence française dans cette zone-là. La France qui aujourd'hui est dans pratiquement tous les pays avec la force Licorne en Côte d'Ivoire, la force Barkhane dans le Sahel, les éperviers, elle a des bases un peu partout en Afrique avec des hélicoptères, des drones qui survolent nos pays sans aucune autorisation. Donc aujourd'hui, c'est la France en fait qui dirige nos États. Et on prend le soin de choisir les profils de ceux qui peuvent obéir au doigt et à l'œil à cette France. Ok, je vais voir ce qu'on pense. Dans le oui. débat de la victimisation, mais il faudrait que l'Afrique, les Africains eux-mêmes comprennent tout simplement que notre problème aujourd'hui, c'est la France et nos dirigeants. Et donc c'est ce club-là aussi qui s'est réuni aujourd'hui à N'Djamena pour rendre hommage à un des leurs. J'ai pas vu de population du Tchad aux obsèques d'Idriss Déby. J'ai vu les amis d'Idriss Déby qui enterrent Idriss Déby. Ce n'est pas le peuple tchadien qui enterre Idriss Déby. Le peuple tchadien est terré chez lui parce que la France et le syndicat en a décidé ainsi. C'est le pouvoir de la terreur sur les populations africaines. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on a laissé aussi trop faire, parce que quand ça s'est passé en 2005 au Togo, on pensait que ça n'allait pas arriver ailleurs. C'est arrivé au Gabon, on n'a rien fait. C'est arrivé au Congo démocratique avec Kabila fils, on n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est Mahamat Déby qui est là. Donc, la monarchisation même du pouvoir en Afrique est quelque chose qui est avalisé aujourd'hui par la France, et si on ne fait attention, ce sera le tour des petits-fils. Ok. Alors, Marc Ona. C'est ça qu'il s'agit. Oui, Marc Ona et Sangui, que pensez-vous justement du rôle de la France, jugé très nocif dans son précaré? Moi, je pense que cette politique que j'ai qualifiée de diplomatie nauséabonde, notre pays et la France seront les premières victimes. Parce que la France croit que seuls les militaires tchadiens peuvent assurer la sécurité au niveau du Sahel, c'est-à-dire les militaires sont considérés comme la chair à canon. Quand les autres armées ne veulent pas aller en aventure dans cette opération Barkhane et autres, ce sont les Tchadiens qui ont accepté de jouer ce rôle de chair à canon. Et ça me rappelle le rôle que les tirailleurs sénégalais ont joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous sommes dans la même logique. Et je me dis, la coalition de toutes les frustrations à travers les différents groupes rebelles, à travers une population désabusée. Oui, mais Marc Ona, excusez-moi de vous couper, est-ce que vous ne trouvez pas exagéré le rôle que joue actuellement Paris dans la crise politique au Tchad? Mais c'est un rôle exagéré, c'est pour ça que je dénonce cette diplomatie nauséabonde. Parce que si la France joue ce jeu tout simplement parce que Déby assure un peu la sécurité, c'est un rôle, disons un rôle sécuritaire, quid du peuple tchadien en général? Ça veut dire que le bien-être du peuple tchadien ne compte pas. Ce sont les intérêts français qui comptent, c'est la sécurité des installations françaises dans le Sahel qui compte. Et les militaires, l'armée tchadienne, servent seulement de chair à canon. Point barre. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. Alors, Baïdessou Soukolgué, après le deuil, après les funérailles donc du président tchadien, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on peut assister peut-être à un scénario imposé par la France? La transition militaire va quand même se mettre en place avec en y associant les autres composantes de la société tchadienne.
Et avant de répondre à cette question, je voudrais préciser à l'attention des autres intervenants que ce qui se passe actuellement au Tchad s'est déjà passé en 90. Quand Idriss Déby est arrivé au pouvoir, Hissène Habré ayant pris la fuite, la possibilité était donnée au président de l'Assemblée nationale de l'époque, Alingué, de prendre le pouvoir, les rênes du pouvoir, mais évidemment, pour des raisons que tout le monde connaît, il a été empêché et on a attendu 4 jours plus tard que le président Idriss Déby rentre. Mais il aurait refusé, non? À l'époque, j'étais tout jeune, mais il me semble qu'il aurait refusé aussi. On nous dit toujours, oui, Alingué, on dit qu'il aurait refusé, Kabadi a refusé, mais on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi ils ont refusé. Si l'objectif, c'était de respecter la loi, c'était de défendre les intérêts du peuple, la même France qui apporte aujourd'hui son soutien militaire au régime en place aurait pu s'allier derrière Alingué à l'époque, aurait pu rassurer Kabadi de son soutien et donc de garantir au moins le respect de la Constitution. Cela n'a pas été fait. En fait, c'était une parenthèse pour dire aux uns aux autres que c'est déjà la deuxième fois que ça arrive, que la France ferme les yeux sur cette situation. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander une réécriture de la charte qui, en l'état, est assez floue en termes de durée. 18 mois étendable une fois, extensible une fois. Ça fera 3 ans. Nous avons aussi que l'essentiel des pouvoirs sont concentrés entre les mains du président du CMT, qui doit nommer les membres du gouvernement, qui doit nommer les membres du Conseil national de transition. On essaie sur quelle base les membres du Conseil national de transition seront désignés. Et nous avons aussi que le président du Conseil militaire de transition s'est octroyé des pouvoirs qu'un président intérimaire ou qu'un président transitoire ne devrait pas avoir. Et je suis convaincu que ce qu'on va faire, c'est que on va inviter les uns et les autres à s'asseoir pour réécrire cette charte, lui donner une forme convenable. Et c'est la forme convenable de la charte qui, pour la France, servirait à légitimer et à légaliser le pouvoir. Oui, vous parlez du flou artistique qui règne dans certaines dispositions de cette charte. La charte n'interdit pas aux membres du Conseil militaire de transition d'être candidats à la prochaine élection présidentielle. Mais, évidemment, dans les conditions dans lesquelles cette charte a été établie, cela aurait été étonnant de voir une disposition qui interdirait à M. Mamad Idriss Déby de se présenter. Maintenant, ce qu'il faudrait faire déjà, c'est d'encadrer cette transition. C'est qu'évidemment, nous sommes devant un fait accompli. Nous allons manifester, le peuple va manifester, des voix discordantes vont sortir de ci et de là, mais il restera toujours en place. Et ce qu'il faudra faire, à mon avis, c'est de garantir au moins que les membres de ce conseil ne puissent pas se présenter à l'élection à venir. Mais même si les membres du CMT ne se présentent pas, il y a plusieurs figures civiles du système Déby qui pourraient être candidats à l'issue de cette transition. Mais évidemment, nous n'allons pas bannir les cadres du MPS parce qu'ils ont eu le temps de gérer le pouvoir pendant 30 ans. Dans ce cas, on se retrouverait dans une chasse aux sorcières qui ne sortirait pas le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Nous n'allons pas peut-être faire comme au Burkina, où les membres du parti au pouvoir avaient été interdits de candidater à un certain nombre d'élections avant de se retrouver dans mais la spécificité du Tchad, c'est que le système électoral qui est décrié va rester le même si un autre membre du clan ou du système Déby est candidat. C'est l'occasion, justement, pour l'opposition ou ce qui en reste, de s'asseoir, essayer de voir dans quelle mesure on peut réécrire, revoir, aplatir et aplanir en même temps le cadre juridique et institutionnel des élections, de sorte qu'on n'aille pas à une élection pour valider la victoire connue d'avance d'un homme, mais pour tenir des élections réellement compétitives et démocratiques. D'accord. Alors, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, est-ce que vous pensez vraiment que que le vin est tiré et que l'opposition n'aura d'autre choix que de composer avec ce CMT? Il ne faut pas, justement, il ne faut pas s'accommoder de situations anormales comme ça en essayant de rafistoler. Le droit est le droit, le cadre constitutionnel est le cadre constitutionnel. Prendre des risques aujourd'hui dans un rapport de force qui est totalement défavorable aujourd'hui, non seulement à la société civile tchadienne, mais aussi à l'opposition tchadienne, quelle qu'elle soit,
c'est prendre le risque aujourd'hui d'accompagner 30 ans durant encore. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, infailliblement, on va se retrouver dans la situation de débit bis. C'est-à-dire que les armes ne vont pas se calmer, la violence va aller en croissant et le système politique intérieur va être toujours accaparé. Et c'est pour ça qu'il faut que les uns et les autres, dès lors qu'ils sont pour un état de droit, une république, une démocratie, doivent aujourd'hui se mettre ensemble pour bâtir le Tchad de demain plutôt que de rentrer dans des rafistolages. Vous savez que la communauté internationale veut se prémunir contre la guerre, veut se prémunir contre les crises interminables. Déjà, la sous-région est ensanglantée aujourd'hui. Avoir un autre pays dans des conditions difficiles que l'on ne peut pas maîtriser, pour cette raison et cette seule raison, la communauté internationale est prête à proposer tous les rafistolages pourvu qu'il n'y ait pas le feu, pourvu qu'il n'y ait pas le sang. Oui, justement, je vous repose la question, Maître Konaté. Est-ce que, franchement, vous pensez qu'un civil peut diriger le Tchad? Mais par nature, le pouvoir n'est pas fait pour un militaire lorsqu'on est en République. Il faut bannir des idées. À la tête d'un État, d'une République, tout sauf un militaire. Un militaire est en possession des armes et les armes sont au service du droit. Mais le Tchad, au Tchad, c'est un régime militaire, hein, c'est clanique. Oui, hein. Oui, mais c'est clanique, c'est militaire, mais ça va aux antipodes du droit. Aujourd'hui, le principe de l'égalité de tous devant la loi est complètement biaisé au Tchad parce que le pouvoir est entre les mains d'un clan, vous l'avez dit, supporté par une force militaire, et aujourd'hui, c'est un accaparement total. C'est contre ça qu'il faut s'ériger, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans des rafistolages, dans des calculs qui, aujourd'hui, multiplient par zéro le peuple et la nation. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de Tchad sans le peuple tchadien. Quiconque voudra se passer du peuple tchadien va le rencontrer demain après-demain. Le jeune militaire qui a pris la tête des forces de défense, du comité militaire aujourd'hui, prend le même risque d'avoir le même sort que son père a subi parce que les rébellions vont aller en se multipliant. Si aujourd'hui on arrive à défaire les forces politiques internes de l'opposition, à défaire la société civile au nom de la force militaire, demain, on aura des forces de défense qui vont venir de derrière, sous le couvert de la rébellion, et vont vouloir prendre le pouvoir. D'accord. Alors, Fabi Kouassi, comme au Togo, est-ce que l'opposition tchadienne et la société civile, est-ce qu'ils ne sont pas tous dos au mur face à un régime militaire soutenu de toutes ses forces par la France et par les autres membres de cette communauté dite internationale? Je pense qu'elle s'est retrouvée affaiblie à dessein, cette opposition tchadienne ainsi que la société civile tchadienne, mais le départ de Idriss Déby peut être un catalyseur pour repenser un certain nombre de choses. Parce que quand vous analysez même la façon dont cette mort a été annoncée et tout le flou kafkaïen qui tourne autour, et qu'on ait pris soin de dire à l'opinion que Idriss Déby a gagné à 80% ou à 119%, tout en sachant que le lendemain, on allait annoncer quand même son décès. Tout ça là, c'est fait pour que le pouvoir reste concentré dans les mains de la famille Déby. Donc c'est aux Tchadiens de voir si ils veulent une monarchisation de leur pays ou si le Tchad est une république. Si le Tchad est une république, il va fonctionner selon les normes républicaines. Et là, il faille que la société civile et l'opposition puissent faire comprendre autant l'opinion nationale et surtout à cette France-là que le Tchad n'est pas un royaume. À partir de ce moment-là, je pense qu'un intervenant vient de le dire, il faut remettre tout à plat. Parce qu'aussi longtemps qu'on va tourner autour du problème sans le régler au nom des intérêts des uns et des autres, les peuples arrivent toujours à trouver un moyen de se faire entendre d'une façon ou d'une autre, soit par les armes, soit par la révolution. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, on a beau entretenir le cafouillage aussi longtemps qu'on ne va pas être dans les solutions de longue durée qui a l'assentiment du peuple tchadien, le problème va demeurer dans son entièreté. Et ça, c'est important que le Tchad, qui appartient d'abord aux Tchadiens
et non à la France et à d'autres puissances. C'est aux Tchadiens que ça revient de mettre dans la terre et de voir quel pays veut laisser aux générations à venir. Et cette histoire aussi de nom de la sécurité, c'est mieux qu'on mette le fil du débit en place. Je pense que les gens en font quand même un peu trop. Déjà, pour la Libye, c'est une poudrière que la France elle-même a créée en tuant Kadhafi, notamment Sarkozy et ses consorts. Et je ne suis même pas sûr qu'ils veuillent une certaine sécurité pour cette région sahélo-sahélienne. C'est un prétexte pour eux pour mettre du désordre grandeur nature sur le continent. Et c'est à nous de comprendre cet enjeu-là, parce que moi, ça m'étonnerait que la France soit vraiment mue par des questions sécuritaires, et c'est à cause de cela qu'ils sont prêts à toutes les combines, quitte à pérenniser le plan débit pour des raisons sécuritaires. Ça ne tient pas, ça ressemble à un peu de kermesse. On joue un peu avec les Africains et on choisit les profils des présidents qui peuvent jouer à cette kermesse-là et puis rebelote de génération en génération. Il faut arriver à couper cette spirale-là qui nous abêtit et qui ne nous grandit pas. Il y a des têtes bien pensantes sur le continent qui pensent au bien de l'Afrique, pas pour rire, pas pour rigoler, mais en vrai. Et des gens qui veulent vraiment discuter d'égal à égal avec cette puissance-là, qui veulent un partenariat gagnant-gagnant et non vendre carrément nos pays à des Macron ou à je ne sais qui. C'est ça l'enjeu central et il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là et ne pas s'aborer de cette histoire de terrorisme qui a été fabriquée à dessein pour déstabiliser tout un continent. D'accord. Alors Marc, Ona Essangui, avant de clore ce débat, quelle solution pour, disons, cette crise politique? Est-ce que l'opposition et la société civile qui est dos au mur, elle sera obligée de rafistoler comme ne l'a pas voulu tout à l'heure Maître Konaté? Je suis entièrement d'accord avec la dame qui vient de revenir. Elle a tout à fait raison. Et je pense très sincèrement, au regard de ce qui vient de se passer au Tchad, personne n'est à l'abri de ce qui vient de se passer. Ça veut dire qu'il faudrait que dans nos pays, nous soyons préparés à subir non seulement la même diplomatie française, mais aussi la même combine, les mêmes, tout simplement parce que la France voudrait gérer le chaos. J'ai l'impression que ce que la France sait gérer dans nos différents pays, c'est le chaos. Quel est son intérêt? On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que la France devrait savoir, et je le lui répète à chaque fois, les générations ne sont plus les mêmes. C'est cette France qui doit revoir, actualiser son logiciel diplomatique en Afrique. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Je ne l'ai pas souhaité, je ne le souhaite pas. Macron a fait une sortie dans Jeune Afrique pour dire que le sentiment anti-français est financé, entretenu par la Turquie et la Russie, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est pour moi une façon d'insulter l'intelligence des Africains. C'est comme si les Africains ne sont pas suffisamment instruits, matures, pour voir exactement quel est le jeu de la France par rapport à nos différents pays. Et je le dis et je le répète, il nous appartient à nous, leaders des organisations panafricaines, au peuple africain instruit, peuple africain qui n'ont plus besoin de l'information officielle à travers des radios, mais qui sont déjà outillés des outils nouveaux de l'information. Il faut que les grands réseaux se créent pour contrer cette politique nauséabonde que la France essaie de nous imposer comme si nous étions encore dans les années 60. Écoutez-nous sur Internet dw.com/français. Voilà, le débat sous l'arbre à palabres tire à sa fin, mais avant de conclure, Baïdoussou Soukolgué, on a oublié de nous appesantir sur la menace que représentent les mouvements rebelles, notamment les FACT. Pensez-vous qu'ils sont vraiment en position de force là avec ce qui se passe? Et ce qui est sûr, c'est qu'ils vont vouloir mettre à leur profit, à leur compte, la disparition du président de la République, et ce qui pourrait être pour eux un
un facteur catalyseur, ça va les galvaniser. Et je suis convaincu que sans une autre intervention de la France, l'armée qui a imposé le fils du président à sa place répartirait tout de suite au front pour contrecarrer le FACT, ce qui alimenterait le chaos. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de cette situation parce que quand on voit les communiqués qui sont diffusés régulièrement par le FACT, c'est qu'il n'a pas rendu les armes. Ils ont dit qu'ils voulaient négocier, ils voulaient que le président s'en aille et qu'ils voulaient, en cas de dialogue inclusif, déposer les armes. La question qu'on est en droit de se poser, est-ce que le fils va ouvrir le dialogue, auquel cas le FACT déposerait les armes, ou on va se retrouver dans cette situation de déni de toute puissance pour faire perdurer la situation. Okay. Voilà, les prochains jours seront assez déterminants. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, en guise de conclusion, on peut dire que le Tchad est à la croisée des chemins. Oui, tout à fait. Trois conséquences majeures que je perçois par rapport à cette situation tchadienne. D'abord, il n'y aura pas une rébellion, mais il y aura désormais des rébellions. 2, la situation politique intérieure du Tchad va encore se détériorer considérablement. Et 3, au Tchad et en Afrique, va naître un sentiment détestable anti-français à cause de la position française soutenue par la communauté internationale. On est dans des contextes de précarité d'état de droit, de justice qui se désagrège et d'opinion publique qui sont définitivement muselées. Quelque part, la France, la communauté internationale, en seront responsables des conséquences qui engendreront. Ok. Fabi Kouassi, un mot de conclusion à notre débat? Oui, 2 ou 3 choses. Je pense qu'il est important pour ceux qui ont pris les destins des peuples de force et de connivence avec la France de ne pas aller à l'encontre des volontés de la masse populaire, parce qu'il y a une limite à tout. Aujourd'hui, nous parlons de rébellion, de ci, de ça. Aussi longtemps que ces situations vont perdurer, que les peuples seront comprimés, seront compressés et que tout sera concentré dans les mains d'un clan et d'une famille de façon dynastique et monarchique, il y aura toujours des rébellions. Déby lui-même fut un rebelle. Donc, l'histoire ne fait que se répéter. La deuxième chose, c'est que dès qu'ils ont réussi à tuer Muammar Kadhafi, on devrait comprendre, in fine, que nous allons assister à la djihadisation de toute l'Afrique, si je puis m'exprimer ainsi. En fait, ils sont en train d'étendre la toile d'araignée. Maintenant, c'est le Burkina. Le Burkina n'est pas très loin du Togo. Le Mali, Fornassimbe qui s'invite dans le conflit avec les djihadistes, juste pour garder le fauteuil présidentiel. Il a réussi à avoir un déjeuner avec Macron pour lui dire qu'il est le garant de la sous-région, de jouer le rôle de Blaise Compaoré, ce faisant, exposant les populations togolaises qui vivent déjà dans une certaine précarité à la colère de ces terroristes et de ces djihadistes qui sont fabriqués de toutes pièces par l'Occident pour déstabiliser l'Afrique. En fait, c'est un plan de déstabilisation, de destruction totale de toute l'Afrique. C'est pour cela que l'élite et les peuples, la société civile et en tout cas tous les leaders d'opinion doivent comprendre cet enjeu et si nous voulons sauver ce continent, lire entre les lignes et fédérer les forces. Maintenant, le sentiment anti-français, ça c'est naturel. Je pense que ça va même plus au-delà du sentiment anti-français. Il y a un fait banal qui s'est passé hier, c'est l'incendie de l'ambassade de Bangui. Je ne sais pas si oui, l'ambassade de France à Bangui. Mais on risque de l'ambassade de France à Bangui, on risque d'assister à ce genre de théâtre. Juste pour dire, nous sommes fatigués de cette France-là qui a pris ses valises et tout et qui s'est transportée sur le continent et qui ne veut plus partir. Je pense qu'un président français, il a un pays à gérer. On étouffe. Il faut tout simplement qu'elle plie bagage et qu'elle s'occupe de ses affaires. Ok. Alors, Marc, Ona et Sangui, très rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure notre discussion? La conclusion, pour moi, elle est simple. Le constat est fait. Aux Africains de s'organiser pour reconquérir leur indépendance. C'est tout. Les grandes démocraties
que nous prenons comme exemple pour essayer de faire appliquer les règles démocratiques qui sont universelles dans les différents pays, ces gens démocraties sont complices de ce que j'appellerais comme complot, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, un complot pour occuper le continent africain. Je crois que les Africains ne vont pas se laisser faire. La gestion du chaos qui fait partie de leur stratégie, nous devons l'éviter. Voilà, c'est ici que prend fin notre débat sous l'arbre à palabres consacré à la désignation du fils, de l'un des fils du président tchadien Idriss Déby Itno, décédé en début de semaine. C'est Mahamat Idriss Déby qui a été désigné en milieu de semaine pour diriger le conseil militaire de transition après le décès de son père, ce qui rappelle d'autres modes d'accession au pouvoir dans certains pays africains, notamment le Togo, le Gabon, et nous avions analysé les impacts de cette désignation avec nos invités. Baïdessou Sokolgue, directeur pays de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, Marc Ona Essangui de l'ONG Tournons la page, Fabi Kouassi, journaliste togolaise, et Maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Mali. L'actualité au Tchad sera très dense dans les prochains jours et nous allons bien évidemment continuer de suivre donc cette actualité. Chers invités, merci en tout cas d'avoir participé avec brio à ce débat. Merci. À bientôt, bye. Merci. À bientôt. Un débat animé et présenté par Eric Topula.